Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour à tous, et comme c'est le cas une fois par mois, ces jeudis de l'économie sont des jeudis de l'économie spéciale innovation, cette semaine avec le cabinet stratégique, et nous allons parler de la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale d'une entreprise. Pour faire bref, et on y reviendra bien évidemment, c'est tout ce qui n'est pas le cœur d'activité de l'entreprise, mais qu'elle prend quand même en compte. Alors nous sommes dans ce journal avec trois invités, Jean-Marc Bouvet du cabinet stratégique, mais aussi Guylaine Panuel qui est responsable construction au FSH, et Tiffaine Charme, consultante qualité au cabinet Adéquation. Bonjour à tous les trois. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet dont on ne parle pas souvent, Jean-Marc Bouvet, quand on parle de l'entreprise, parce que, je le rappelais, c'est pas véritablement son cœur d'activité. Pour autant, ça fait partie de sa sphère en fait de travail. Oui, tout à fait. On a l'habitude de parler de l'entreprise en matière de rentabilité, d'emploi, de positionnement sur le marché, mais on s'aperçoit qu'il existe, alors dans le monde depuis très longtemps, mais également en Nouvelle-Calédonie, d'autres sphères dans lesquelles les entreprises interviennent, et ce, non pas parce que tout d'un coup il y a des gentilles entreprises et des méchantes entreprises, simplement parce qu'il y a un intérêt pour l'entreprise à s'intéresser à d'autres sujets que strictement les missions classiques qu'on attend d'elle. C'est-à-dire c'est un intérêt qui ne rapporte pas directement, mais qui peut aider, on va voir ça avec nos invités aussi, mais qui peut aider l'entreprise à se positionner d'une certaine façon. Il y a une forme de bénéfice, et on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder cette question, parce qu'une entreprise ne va pas faire ça uniquement parce que tout d'un coup elle a vu la lumière et qu'elle a trouvé que c'était bien de le faire. Il y a un intérêt, évidemment, un intérêt qui va se retrouver en termes de recrutement, en termes de réputation ou simplement en termes de process. On va en parler tout à l'heure. C'est quelque chose de très riche, de très vaste, pas forcément toujours très complexe. C'est simplement une démarche qui permet de s'améliorer. C'est une démarche d'amélioration. C'est une trajectoire. Alors, Tiffaine Charme, s'il fallait essayer de définir finalement ce qu'est la responsabilité sociale ou sociétale. D'ailleurs, quel est le terme que vous préférez, vous ? Sociétale. Sociétale, voilà. Alors, quel est s'il fallait définir la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, comment vous la définiriez ? Comme le fait de prendre en compte l'impact de son ou ses activités sur l'environnement et sur la société en général, c'est-à-dire toutes ces parties prenantes, que ce soit ses salariés ou les tiers qui agissent et interagissent dans la sphère de l'entreprise. Donc l'idée étant effectivement de réduire cet impact environnemental ou sociétal dans sa sphère d'influence, on va dire. On est bien d'accord qu'il n'y a aucune obligation légale de traiter ce genre de sujet dans une entreprise ? Absolument pas. C'est une démarche purement volontaire d'un chef d'entreprise de se lancer dans une telle démarche et de vouloir rentrer dans un cercle vertueux. Alors Guylaine Panuel, vous êtes responsable construction au FSH. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition que vient de donner Tiffaine Charme de la RSE ? Tout à fait. Je dois dire qu'en fait, en parlant de responsabilité sociétale ou sociale du FSH, je dirais qu'au FSH, c'est le fonds social de l'habitat. Donc c'est RSE, c'est social pour vous ? Pas seulement. Mais je veux dire, c'est quelque part au centre. Enfin, c'est l'ADN du FSH quand même depuis longtemps. En effet, le FSH a de nombreux métiers qui sont connus ou moins connus pour d'autres. Et c'est à travers ces nombreux métiers que le FSH a une action, je pense, moi, sur la société calédonienne, au sens large, que l'on parle des entreprises de construction, de BTP ou de prestataires de services dans le domaine de la construction, mais aussi, et bien entendu, sur la population calédonienne, puisque, je le rappelle, nous logeons une grande partie de la population calédonienne. Jean-Marc Bouvet ? Oui, alors tout à l'heure, on parlait de comment évaluer et comment travailler sur cette notion de RSE quand on est dans une entreprise. Il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, et là, on n'est pas très loin du cœur d'intervention de l'entreprise, c'est le client, la notion de client. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de démarches RSE qui sont orientées sur le client final, voire les clients internes. Parce que parfois, on va installer une RSE pour augmenter la qualité et finalement, vous m'arrêtez si je me trompe, mais augmenter la performance des équipes entre elles en termes de ressenti, de perception, mais également de réalisation de leur mission. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans les indicateurs de l'entreprise, vous mettez cette étude de satisfaction client comme un indicateur ou l'un des indicateurs d'une bonne démarche de RSE, si on peut dire bonne démarche de RSE. Tiffaine Charme ? Alors, la satisfaction client est évidemment l'indicateur fondamental d'une telle démarche. L'objectif, effectivement, c'est de gagner en performance économique pour l'entreprise, tout en restant vertueuse,
comme on l'a dit tout à l'heure, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la société. Mais pour être performante économiquement, il faut que l'entreprise ait des clients. Pour qu'elle ait ses clients, effectivement, il faut qu'elle respecte et ses exigences et ses attentes, et qu'elle ait une image vertueuse, et donc qui attire ce client à travailler avec elle, à acheter ses produits, à acheter ses services, etc. etc. Donc l'évaluation et la satisfaction client est le bon baromètre, je pense, et l'un en tout cas des bons baromètres pour évaluer la qualité d'une telle démarche. Est-ce que ça veut dire, Tiffaine Charme, que certaines entreprises font finalement du RSE sans le savoir ? Bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, la RSE est un terme qui est très très peu connu sur le territoire. On en entend très peu parler, à de très très rares exceptions. Mais sans le savoir, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des actions qui tendent effectivement à répondre et à rentrer dans ce genre de démarche, oui. Jean-Marc Bouvet ? Alors, est-ce que ça veut dire que quand on déploie une démarche RSE, on est forcément du bon côté de la barrière, si vous me passez l'expression ? Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, d'engager une démarche nous rend bon ou nous rend simplement meilleur ? Nous rend meilleur et nous pousse à nous améliorer. Tout dépend du point de départ que l'on a au sein de l'entreprise. On peut être une entreprise extrêmement polluante, par exemple, si on prend l'environnement, entamer une démarche RSE et devenir un peu moins polluante ou beaucoup moins polluante. Tout dépend du point de départ et des objectifs que l'on se fixe comme point d'amélioration. Alors justement, une question par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup tendance à penser, les exemples que vous prenez nous rappellent ça, que la RSE, ça concerne quand même plutôt des grandes entreprises et qui vont déployer des choses, alors qu'on peut voir très visibles dans les exemples dans le monde. Mais moi, j'ai envie de vous interroger, puisqu'on a la chance d'avoir le FSH avec nous aujourd'hui, sur à qui s'adresse la RSE ? Est-ce qu'une très petite entreprise, un artisan, un bailleur, une organisation, même une association, est-ce que tous ces publics-là peuvent déployer des RSE ? Peut-être Guylaine, je ne sais pas, ou... Non, oui. c'est Tiffaine qui répond. C'est une démarche qui parle à toute entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit sa localisation géographique. On peut tous contribuer à une telle démarche au sein de son organisme. Qu'on soit privé ou public, d'ailleurs, puisque là, on parle entreprise. Moi, j'ai plutôt tendance à parler organisme pour effectivement aussi y intégrer le service public. Il faut quand même pas l'oublier. Eux aussi ont un impact sur l'environnement et sur la société qui est très important. Donc oui, chacun, je pense que c'est comme chaque individu. On a tous sa petite pierre à apporter à un projet plus grand et plus vaste. Donc il n'y a pas de limite. Guylaine Pagneux, on est là finalement sur un sujet un peu sans fond, parce qu'on pourrait se dire finalement que faire de la RSE, c'est d'abord se donner une image, mais on s'aperçoit que ça engage vraiment beaucoup de choses derrière. C'est un travail continu qu'il faut mener quand on s'engage dans ce type de démarche. Je crois vraiment, quoi. Donc pour en revenir au FSH et pour parler du logement aidé, du logement social, on ne peut pas faire du logement social sans mettre au cœur de nos préoccupations notre clientèle, bien entendu, qui est la population calédonienne. Et en matière de responsabilité environnementale, on ne peut plus nier aujourd'hui qu'on a tous, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'activité, un fort impact sur l'environnement. Et notamment, le secteur du BTP a un fort impact sur l'environnement. On le sait depuis longtemps déjà. Et c'est pourquoi le FSH, il y a longtemps déjà, parallèlement aux premières réflexions sur la réglementation énergétique de Nouvelle-Calédonie, le FSH a souhaité faire évoluer complètement son cahier des charges construction vers un cahier des charges plus vertueux. Donc, alors ça passe par la réflexion, la mise en place de logements bioclimatiques qui vont tirer parti des atouts de l'environnement climatique, mais aussi environnement physique, pour donner plus de confort au logement sans dépenser plus sans avoir des factures qui s'élèvent, au contraire, qui diminuent. Donc nous avons eu cet impact-là. Donc on a un cahier des charges depuis 2011 qui favorise donc le logement bioclimatique, comme je le disais, mais aussi le recours au chauffe-eau solaire, par exemple, à l'isolation thermique des bâtiments. Tout ça pour augmenter le confort thermique des logements et le mieux vivre de nos locataires.
mais aussi et surtout faire en sorte que nos locataires, qui sont, je le rappelle, des ménages à revenus modestes, ne voient pas le poste habitat gréver trop fortement leur budget, et ça c'est très important, surtout par les temps qui courent. Et donc tout ce qu'on met en œuvre au travers de nos constructions est là pour réduire la facture des charges. Guylaine Panuel, pour qu'on comprenne bien la notion de RSE au sein du FSH, est-ce que c'est pris en charge par un service particulier ou est-ce que c'est une responsabilité transversale ? C'est une responsabilité totalement transversale. Moi, je vous parle du service construction puisque c'est le service que je gère. Oui. Mais je veux dire, il y a également des travaux qui sont mis en œuvre dans le service clientèle. Par exemple, chaque année, le FSH fait une enquête satisfaction auprès de tous ses locataires et même des résidents des logements en accession à la propriété qu'on a vendus. Nous avons aussi des démarches en matière de chantier vert aujourd'hui, bien entendu. Qui peut encore aujourd'hui oublier de trier les déchets, notamment les déchets du bâtiment qui sont très, très polluants. Bon, nous faisons ça. Nous avons aussi une démarche en matière de construction innovante. On a mis en place depuis l'année dernière un concours pour réutiliser des matériaux qui étaient bien connus auparavant et surtout en Calédonie, le bois par exemple dans la construction, et qui a eu une image négative pendant de nombreuses années. Mais donc, on a remis le bois au goût du jour. À travers une opération que nous avons lancée en province Nord. Et enfin, on fait actuellement une expérimentation photovoltaïque depuis la mise en place du texte du coût de rachat par les concessionnaires électriques. Et nous avons 2 résidences équipées aujourd'hui en matière de photovoltaïque. Alors, même question à Tiffaine Charme sur l'organisation de la RSE au sein de l'entreprise. C'est donc, on a bien compris, l'idée, c'est que ce soit très transversal, que tous les services soient mobilisés là-dessus. Ça doit aussi être l'affaire pas seulement des dirigeants, mais tout le monde finalement. De tous les acteurs de l'entreprise et de toutes les parties prenantes de l'entreprise. C'est-à-dire que au sein de l'entreprise, on a bien évidemment le chef d'entreprise qui va poser son diagnostic ou qui va le faire faire. Et qui va donner l'impulsion aussi. Qui va définir sa feuille de route, ses objectifs, d'accord, en matière de RSE, et qui va être obligé après en interne de mobiliser toutes ses forces. D'accord, ses employés, bien évidemment, ou ses agents, si on est dans le public, qui va devoir les sensibiliser, qui va devoir les convaincre que c'est une démarche pertinente, intéressante pour eux déjà au quotidien, dans leur pratique au quotidien, dans leur métier. Et puis aussi mobiliser et sensibiliser tous les acteurs en dehors de la sphère de l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients, les groupes politiques, bien évidemment, les instances réglementaires, législatives, parce que derrière, il y a un accompagnement de la réglementation qui va être nécessaire. La RSE, elle commence au moment où la réglementation s'arrête, quand il n'y a plus de texte. D'où le mot responsabilité. Voilà. C'est ça, tout à fait. Jean-Marc Bouvet. Oui, alors je reviens sur l'idée que la RSE est rentable. Il y a un problème en Calédonie qui est rencontré par beaucoup d'entreprises et ça fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau des organisations syndicales et patronales, c'est l'absentéisme par exemple. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises appliquent des mesures plus ou moins ambitieuses pour réduire cet absentéisme, qui a un coût pour l'entreprise, et qui mettent en place des choses qui peuvent paraître de bon sens. Ça, c'est de la RSE, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en train de déployer des actions sur ce terrain-là, l'entreprise va un peu au-delà de ce qu'elle est obligée de faire ou de fournir comme service, confort, toutes les mesures qui peuvent être prises, et qui va aller chercher un élément de sa rentabilité. Donc, la rentabilité n'est jamais très loin. On parle de parties prenantes, de stratégie, chef d'entreprise. On est au cœur de ça. Mais on se donne les moyens d'être un peu plus inventif. Et je trouve que ça, en Nouvelle-Calédonie, il y a sans doute, vous le disiez tout à l'heure Jean-François, beaucoup d'entreprises qui font de la RSE sans même le savoir. Et puis finalement, le bien-être des salariés au sein d'une entreprise, c'est déjà de la RSE. Complètement. Alors, une petite histoire par rapport à ça. Allez, une petite histoire. Une petite, elle est très courte. On a l'habitude de parler de RSE assez facilement dans les pays anglo-saxons. C'est venu maintenant en Europe et il y a un exemple que je voudrais amener. C'est une entreprise qui va exploiter à terme du lithium au Canada. Nemaska Lithium, ils avaient un problème de recrutement. Ils devaient recruter dans le bassin d'emploi local. Ils étaient à côté d'une réserve d'Amérindiens qui étaient là-bas, donc des natifs. Et ils avaient un problème de compétences, mais surtout certains problèmes liés à l'alcool. Ce que l'entreprise a décidé de faire, c'est de faire des embauches conditionnées au fait de suivre un stage lié à la problématique rencontrée par le salarié. Ça a un coût certain en formation initiale et en suivi. Sauf qu'au final, la personne qui rentre, d'abord, elle est liée à l'entreprise, 2, elle est pleinement engagée, et on voit bien, quand on parle de responsabilité sociétale, que là, on est sur quelque chose qui va irradier de façon bien plus grande que simplement l'entreprise, mais
qui sert l'entreprise. Donc quelque part, c'est gagnant-gagnant. On voit qu'il y a des impacts qui peuvent être très positifs. Gagnant-gagnant, c'est le mot qui définit le mieux la notion de responsabilité sociale de l'entreprise ? Oui, avec un bémol sur la visibilité que l'on peut en avoir. C'est que le chef d'entreprise va très concrètement savoir combien lui coûte une telle démarche, dans tous les moyens qu'il va déployer, dans toutes les stratégies qu'il va mettre en œuvre et les investissements qu'il va faire. Mais il va avoir beaucoup plus de difficultés à valoriser, à comptabiliser ce que ça lui rapporte. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour le chef d'entreprise et ça met des freins rapidement à mettre en place une telle démarche, puisque le coût direct, on le voit, l'incidence positive financière et le retour sur investissement est plus difficilement valorisable, donc du coup ça freine. Jean-Marc Bouvet. Ça pose aussi derrière la question de la vision. On en avait parlé dans une précédente émission. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, dans un contexte évolutif, en Calédonie, on est aussi dans un contexte évolutif. On a toujours tendance à se penser un petit peu hors des logiques de marché. On demande au chef d'entreprise d'avoir une vision. Et une vision à court terme égale... vous voyez les coûts et vous voyez les problèmes. Et puis une vision à long terme, alors la RSE est un des outils, je pense, qui permet de faire ça, vous engage à regarder au-delà de vos murs et au-delà de la simple transaction avec le client, quel qu'il soit d'ailleurs, ou l'usager, et vous allez regarder un peu plus loin pour définir de nouveaux outils de performance par rapport à une vision que vous voulez réaliser. Et une question que je voudrais peut-être poser par rapport à ça, c'est quand on engage une RSE, je sais quand on fait une stratégie d'entreprise, on a toujours une vision à 3-5 ans en général qu'on essaie de se donner, avec un plan à 12 mois qu'on renouvelle. Est-ce que sur une RSE, on se donne un horizon plus lointain, à 10 ans, 5 ans? Comment on matérialise la direction qu'on prend lorsqu'on engage une RSE dans l'entreprise? Je crois qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est de l'amélioration permanente. Ça peut toujours être meilleur. Oui, je pense. Oui, l'impact environnemental zéro, il n'existe pas. L'amélioration des conditions de travail ou l'impact sur la société, on peut toujours l'améliorer un peu plus. Donc, je crois que c'est sans fin. Justement, Guylaine Panuel, vous énumériez tout ce que vous faites en termes de responsabilité sociale dans votre secteur, responsable de construction FSH, mais est-ce que, justement, en lançant tout ça, il y a déjà beaucoup de choses, vous réfléchissez sans arrêt à des choses nouvelles qui pourraient être mises en œuvre, ou voire abandonner des process qui ne sont pas satisfaisants? Est-ce qu'il y a une réflexion permanente en quelque sorte? Bien sûr. Oui, il y a une réflexion permanente. Bon, le FSH est aussi certifié ISO 9001, donc on est sur un process de qualité permanente, en tout cas depuis que j'y suis. Vous parliez de réfléchir à de nouvelles choses. Par exemple, en ce moment, le FSH, qui va devoir bientôt reconstruire un siège social plus grand, puisque la société évolue rapidement, réfléchit à un siège social, enfin une nouvelle construction de siège social totalement vertueux. Sans trop dévoiler de choses parce que rien n'est encore validé. Je veux dire, mais bon, déjà, la décision de déplacer le siège social du FSH, qui aujourd'hui se trouve en centre-ville de Nouméa, la décision s'est faite après un référendum auprès des salariés en interne pour savoir qui souhaitait que les bureaux soient plutôt délocalisés hors de Nouméa et qui souhaitaient que ça reste dans Nouméa. Bon, la majorité était pour aller vers hors Nouméa. Donc, première chose. Donc, tout ça, le but de ça, bien sûr, c'est de réduire les temps de déplacement en domicile-travail de la plupart de des salariés. Voilà. Mais aussi réduire le temps, parce qu'on a beaucoup de salariés qui sortent de l'entreprise pour aller dans les résidences à longueur de journée, puisque nous avons des gérants de site, etc. Donc, aussi pour réduire le temps de déplacement de ces salariés-là pendant leur travail, puisque l'essentiel de notre parc locatif et, on va dire, son barycentre, c'est plutôt le centre de l'agglo. Voilà, donc futur siège en réflexion, et puis dans ce futur siège, on pense qu'on va totalement l'équiper en photovoltaïque, par exemple, parce que le photovoltaïque est particulièrement efficace quand il s'agit de bureaux, puisque je vous rappelle, on produit de l'électricité dans la journée par le solaire, et donc on consommerait dans la journée, afin de couvrir donc tous les besoins en matière de climatisation, informatique, etc. du bureau. Donc là, le projet est déjà bien entamé. Il est en réflexion. Il est en réflexion, qu'il est bien entamé. Il est bien entamé, voilà. Jean-Marc Bouvet. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, on a entendu un mot-clé, à mon avis, quand on déploie une RSE, c'est le mot communication. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des actions, c'est bien de déployer des choses. Encore faut-il, et l'image du référendum que vous nous donnez, l'illustration est très importante. Ça veut dire que, au-delà d'engager la démarche, il y a cette idée de convaincre
Et puis, quelque part aussi, de faire de la démocratie d'entreprise. Est-ce qu'on va jusqu'à parler de démocratie sociale ? Je ne sais pas, mais on va chercher l'engagement et on va communiquer pour aller créer une communauté de personnes qui s'améliorent tous ensemble. C'est ça l'idée ? C'est essentiel. C'est essentiel, il me semble. On ne peut plus faire sans les salariés. C'est vraiment de la démocratie participative. Mais là, on touche à un point quand même important quand on parle de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Le dirigeant peut associer ses salariés. Jusqu'où ? Jusqu'à quel point, là, il y a parfois des frontières qui ne sont pas faciles à définir Alors, dans tous les cas, c'est le chef d'entreprise qui est à la manœuvre et qui a les cordons de la bourse. On est bien d'accord. Donc, c'est lui qui sait aussi s'il va pouvoir engager financièrement son entreprise dans certaines directions. Après, on remarque souvent aussi dans l'entreprise qu'il vaut mieux interroger les salariés ou ses parties prenantes, si on regarde un peu plus au sens large, et considérer leurs attentes, leurs exigences, quitte à revenir vers elles et leur dire « ça, on ne pourra pas le faire pour telle et telle raison » et avoir une justification derrière, pertinente, c'est plus intéressant, que de ne pas communiquer du tout et d'obliger et de mettre les gens devant le fait accompli. Et donc, il n'y aura pas eu de partage, il n'y aura pas eu de consensus, il n'y aura pas eu de discussion. C'est toujours beaucoup mieux accepté parce qu'il y a de la communication et de l'échange au départ. Je reviens à une toute petite question. En vous entendant tout à l'heure, vous avez parlé de certification de normes ISO. Oui. Quelle est la différence entre la certification des normes ISO et la démarche RSE ? Alors, la démarche RSE n'est pas certifiable. À la différence des normes ISO 9001, 14000, 45000, etc. Qui portent sur des choses très précises. Tout à fait. Tout à fait. La 9001, c'est sur le management d'entreprise, la 14000 sur l'environnement, la 45000 sur la sécurité, par exemple. Et puis, il y en a bien d'autres, bien évidemment. On imagine qu'il y en a au moins 45 000. Il y en a une qui porte le numéro 45 000. Mais il est vrai que le référentiel RSE ne peut pas être certifié. Donc aujourd'hui, ça va être une démarche derrière d'évaluation des résultats et des performances et qui peut passer aussi pour certaines entreprises par tout simplement le niveau de satisfaction de ses clients et de l'image qu'elles dégagent. Jean-Marc Bouvet, pardon. Ah oui, on a parmi cette jungle de normes, il y en a beaucoup, c'est souvent des chemins assez compliqués pour l'entreprise. On a une qui est extrêmement intéressante, c'est la norme ISO 26000, qui a une spécificité, c'est que c'est une norme qui n'a pas vocation à donner lieu à une certification. Et de la parole du président de l'AFNOR qui disait que c'est une sorte de guide en fait. C'est-à-dire qu'on a là un élément qui nous permet de piloter une RSE dans de bonnes conditions et qui va jusqu'à parler d'outils de progrès. Alors là, on va quand même très très loin. On n'est plus tout à fait dans la logique de marché, on en revient en logique environnementale dont vous parliez tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même une façon de changer le monde. Est-ce que les gens qui s'engagent dans cette démarche, quelque part, ils n'ont pas un petit peu l'envie de changer le monde au-delà de changer leur entreprise ? Est-ce que ça ne va pas un peu plus loin, finalement ? Alors changer le monde, est-ce qu'on le peut encore ? Est-ce qu'on peut arrêter l'avancement technologique, matériel qu'on connaît aujourd'hui ? Je suis un peu dubitative, à vrai dire. Agir sur l'environnement, c'est déjà un peu... c'est contribuer, effectivement, à tout un tas de choses. C'est du progrès, c'est une volonté individuelle et donc qui devient collective au sein des entreprises quand on arrive à faire adhérer, effectivement, ses salariés et ses parties prenantes, mais c'est pas un exercice facile. Alors, peut-être aussi un élément, c'est que tout à l'heure, on parlait, en arrivant à l'émission, de la question de l'emploi local. Alors, l'emploi local, ici, on a beaucoup l'habitude d'en parler, mais derrière cette logique d'emploi local, il y a Cognon-Bonical qui avait appliqué l'emploi local avant la loi sur l'emploi local. Encore une fois, c'était des logiques qui étaient liées à l'histoire du projet, mais c'était strictement intéressé. C'était comment aller chercher dans le bassin local des personnes qui peuvent travailler avec nous. On voit l'impact aujourd'hui de cet emploi local. Entre autres, il y a d'autres domaines qui sont concernés, mais finalement, ça change l'entreprise et ça change les parties prenantes qui elles-mêmes engagent. Donc c'est un peu un effet papillon. Est-ce qu'aujourd'hui, en Calédonie, si vous deviez l'une et l'autre peut-être évaluer, est-ce qu'on avance assez vite, assez loin dans la RSE ? Est-ce qu'il y a besoin d'estampiller un peu plus la démarche ? Peut-être de prendre conscience tous ensemble de ça ? Ou comment vous évaluez aujourd'hui l'effort qui est porté sur cette responsabilité de l'entreprise ? Guylaine Panuel, pour commencer ? Difficile, hein ? Difficile, oui. Alors, à notre niveau, au FSA, je dirais déjà qu'on n'évalue pas, mais on remarque le résultat, en fait. Je veux dire, ne serait-ce que dans
dans la satisfaction, encore une fois, des gens que nous logeons, mais aussi dans la fierté qu'a le personnel du FSH, par exemple, quand on livre une résidence, quoi, quand on voit la qualité de ce qu'on fait aujourd'hui, on se dit on a parcouru un grand chemin, quoi. Et tout le monde est fier, même ceux qui ne sont pas au service construction. Je veux dire, l'ensemble des salariés quoi. Voilà. Stéphane Charme. Moi, je pense que sur le territoire, on n'en fait pas assez, mais peut-être parce que on n'est pas dans une situation encore assez critique. C'est triste de le dire, mais on agit parce qu'on est face à des situations... Vous dites que souvent le RSE se met un peu en place sous la contrainte, d'une certaine façon ? Non, pas sous la contrainte, mais c'est parce qu'elle devient une évidence. Et parce qu'elle devient une évidence, on va s'ancrer dans une telle démarche. Vous savez, c'est comme sur la route, on va faire un rond-point parce qu'il y a déjà eu 10 morts. On va changer le rond-point par un feu parce qu'il y a encore eu des morts. Donc pragmatisme en quelque sorte. Oui, je pense que c'est très pragmatique, et dans la logique d'assurer l'avenir de l'être humain, de notre société, voilà. Jean-Marc Bouvet. Oui, il y a une dimension politique quand même dans tout ça, parce que on voit que les grandes avancées en matière de RSE ont toujours été liées aux grandes crises. On a eu la crise de 29 avec après le New Deal qui a beaucoup responsabilisé les entreprises aux États-Unis, mais également dans le monde. Et puis à l'époque, c'était un contexte particulier. Plus récemment, on a la crise sur le changement climatique. En France, vous venez d'en parler, en France et en Nouvelle-Calédonie. En France, c'était le cas avant, sur la sécurité routière, où les entreprises ont pris conscience de l'impact qu'elles avaient sur la sécurité routière. Donc, en fait, il y a une porosité entre la sphère publique et la sphère privée, et la crise fait que tout le monde se met d'accord sur cette évidence. C'est ça, finalement. C'est du bon sens. C'est du bon sens lié à une situation où effectivement on commence à prendre peur, je pense. Et en Calédonie, alors il y a des sujets où on prend peur, bien évidemment, mais en matière d'environnement, même si on est tous conscients et que dès l'enfance maintenant on a ces sujets-là, même à l'école, etc. Mais on est encore dans un milieu préservé, qui est propre, qui est sain. Par plein d'aspects. Donc on a du mal à voir l'urgence. Et donc on a du mal à voir l'urgence, je pense. Alors c'est très bien la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. On comprend que c'est une démarche évidemment que tout le monde pourrait ou devrait mettre en œuvre. Ceci dit, ça ne remet pas, comment dire ça, ça n'a pas pourtant valeur d'exemplarité pour une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise ou une société qui a un RSE, une politique RSE très dynamique, mais qui peut aussi être confrontée à des scandales. Je veux dire, c'est pas un pare-feu absolu, Jean-Marc Bouvet, la RSE. Non, pas du tout. Tout à l'heure, Stéphane Charme le disait, c'est-à-dire que c'est une logique de progression et d'amélioration continue. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a, c'est le cas en France et c'est le cas notamment en Amérique du Nord, des appels d'offres qui sont soumis uniquement aux entreprises qui ont engagé une RSE avec des critères identifiés. Donc là, on est dans un changement sociétal qui se fait par les logiques de marché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est forcément bon ou pas ? Non, clairement. En revanche, est-ce que il y a quand même un effet par capillarité qui se développe? Il est certain que l'amélioration continue, dans la RSE comme dans d'autres domaines, ça fait partie des éléments qui permettent tout simplement, de revenir à une logique très économique, mais de résister aux fluctuations de marché. Vous approuvez, Stéphane Charme, ce que En aucun cas, ça va être un gage de qualité. Ça va engager... C'est autre chose que les démarches de qualité, sécurité, environnement, la responsabilité sociale de l'entreprise? Alors non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est-à-dire que toutes les démarches ISO qui peuvent être déployées par bon nombre d'entreprises sur le territoire en sécurité, management, environnement, contribuent à répondre à certains points, justement, de la RSE, mais elle ne vient pas qualifier l'entreprise sur son produit ou son action. Elle ne fait que qualifier sa volonté d'amélioration et de progression. Alors peut-être pour terminer, parce que cette notion de RSE, vous le disiez, en Calédonie est un peu nouvelle, elle commence à se mettre en place. Est-ce que vous êtes sollicité aussi par des chefs d'entreprise qui, par exemple, vont lancer leur activité et qui, dès le début du montage de leur société, veulent inclure dans leur société une politique RSE? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie, quand on fonde une société, on a une étude de marché, on a évidemment des objectifs économiques, mais est-ce que, parallèlement à ça, on met en place directement, dès le début de l'entreprise, une politique RSE? Alors une politique RSE, je ne pense pas. Une démarche RSE, peut-être, par certaines actions, mais sans même le savoir ou sans même l'estampiller RSE.
Ça commence aussi par une démarche d'évaluation. On a été un peu vite sur ce point-là tout à l'heure, mais engager une démarche RSE, c'est un peu comme une stratégie d'entreprise. Ça suppose d'abord de savoir où on en est réellement. Et donc ça, aujourd'hui, il y a sans doute un rôle des entreprises qui réalisent ces évaluations. Et puis, il y a ensuite, ce rôle est passé au chef d'entreprise qui, lui, va animer par rapport aux objectifs une politique, et la question des évaluations intermédiaires. Aujourd'hui, quel est le bon rythme ? Si moi, je suis un chef d'entreprise qui veut développer une RSE, je vais d'abord commencer par un audit, j'imagine, et ensuite, comment ça se passe concrètement ? Comment je le déploie ? Si moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai la volonté de le faire. Alors, un diagnostic au départ pour partir sur la base zéro, hein. Puis effectivement établir sa politique, ses objectifs, sa feuille de route, sur à quoi on veut arriver. Alors à court, moyen, long terme et très très long terme, puisque c'est infini comme je disais tout à l'heure. Communiquer, sensibiliser le personnel, les autres parties prenantes en dehors de la sphère directe de l'organisme, et puis après piloter. L'idée, c'est le pilotage de ce genre de démarche. Il faut surveiller, mesurer les résultats, là encore communiquer sur ces résultats, communiquer sur ce qui fonctionne pas, pour effectivement savoir faire marche arrière quand certaines actions, au tout compte fait, n'ont pas porté les fruits escomptés. Et puis, au contraire, dynamiser et appuyer sur l'accélérateur, sur les actions qui, au contraire, génèrent un bénéfice pas financier, enfin in fine oui, parce que c'est le nerf de la guerre aussi pour les entreprises, bien évidemment, c'est d'être viable économiquement, mais en tout cas de continuer dans ce cercle vertueux et d'avoir un bénéfice environnemental, sociétal. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de cette RSE, la responsabilité sociale ou sociétale d'une entreprise. C'est un thème sur lequel nous reviendrons fort probablement dans les jeudis de l'économie, un magazine qui sera comme chaque semaine bientôt disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.